On va commencer par un petit tour de table. Peut-être on commence par Arnaud, du coup. Si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Ça marche ? Oui. Je suis avocat associé chez Forvis Mazars. Je m'occupe de réglementation bancaire et financière depuis un certain nombre d'années. Et depuis 2016, je me suis intéressé à la crypto par un responsable fondateur d'Ethereum France d'il y a quelques années, qu'on ne nommera pas ici. Et j'accompagne un certain nombre de prestataires, que ce soit des protocoles, que ce soit des PSAN, que ce soit des plateformes. Et à cette occasion, on a pu travailler avec certains sur les qualifications juridiques et réglementaires du staking et les risques associés. Bonsoir à tous, je m'appelle Ernesto Petit, je suis cofondateur de Kiln et je gère la partie product chez nous. On est une boîte de staking principalement, donc merci pour l'invitation. J'espère que je ne vais pas faire trop d'anglicisme ce soir parce que c'est le premier panel que je fais en français, même si ça fait 4 ans que je bosse sur Kiln. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est on fait tourner des validateurs, c'est ça notre job principal. On a commencé sur Ethereum où on fait tourner à peu près 45 000 validateurs pour des clients B2B surtout. Et on est positionné en B2B, on est intégré dans tous les grands custodians. Et voilà, donc ravi de participer à cette conversation. Merci. Cool. Et moi, je suis Jérôme Notichet, donc le président d'Ethereum France. Et de façon un peu marrante, c'est que Ethereum France a commencé en organisant des meet-ups sur le mining. Ouais, on essayait de familiariser les gens avec le concept de mining, les inviter à faire du mining chez eux, à découvrir comment accumuler des Ethers en faisant du mining. Et ça fait partie des motivations initialement de créer Ethereum France, d'avoir un endroit où on puisse discuter de comment faire, comment en pratique on peut faire ça. J'ai bossé chez Ernst Young, chez Consensus, chez Ledger, et aujourd'hui je suis le CEO de Comet, qui est une société qui fournit des solutions d'onboarding et de management d'utilisateurs, avec des acteurs comme Française des Jeux par exemple, ou WorldCoin. Et on a des annonces à faire côté PSAN aussi de notre côté, donc on se met en régulation aussi. Et en particulièrement personnellement, j'ai un nœud de validation et je valide à la maison. Donc c'est faisable de valider à la maison. Et si vous n'y croyez pas, je peux vous montrer ou vous dire comment faire. Ça se fait même sur des chaînes qui ressemblent à Ethereum, comme Gnosis Chain, où c'est beaucoup moins cher et c'est exactement le même principe. En tout cas, c'est important de mettre ce sujet au cœur des considérations. On peut faire du staking à la maison aujourd'hui. Justement, Jérôme, on va commencer sur le sujet du stacking. Tu parlais du mining sur Ethereum. Est-ce que, premièrement, tu peux définir ce que c'est le staking et peut-être parler un peu des différentes formes du staking? Oui, alors sur une blockchain, on se pose la question de... Et alors le prochain bloc, il vient d'où? Qui va le faire? Donc pour ça, on met un terme qui est un peu galvaudé par rapport à ceux qui ont peut-être un petit peu d'expérience sur les bases de données distribuées. Il n'y a pas vraiment de consensus sur une blockchain au sens base de données distribuée. En fait, on tire au sort quelqu'un dans le réseau et on lui dit « c'est toi qui fais le prochain bloc ». Donc la façon la plus classique de faire ce tirage au sort, c'est de faire de la proof of work. C'est-à-dire on donne un puzzle à tout le monde, on dit allez hop, débrouillez-vous à résoudre le puzzle. Plus on a de puissance de calcul, plus on va résoudre le puzzle vite, enfin plus on a de chances de trouver le puzzle. Et puis du coup c'est la preuve de travail, quoi. Tout le monde travaille sur son petit puzzle et quand quelqu'un trouve la solution, il fait hey, c'est moi qui ai trouvé la solution et ça y est, tout le monde peut vérifier facilement que c'est la bonne solution et on a trouvé qui faisait le prochain bloc, c'est celui qui a résolu le puzzle. Donc ça fonctionnait très bien, c'était la base de l'émergence des blockchains initialement. Sur la période 2009 jusqu'à 2013, on a commencé à avoir les premiers papiers sur les autres façons de faire consensus au sein d'une blockchain sur qui fait le prochain bloc. Et c'est comme ça qu'est arrivé le staking avec... le premier algorithme le plus connu, je pense que c'était Tendermint, qui a été appliqué sur Cosmos et qui après a été dérivé sur Tezos avec des améliorations. Et on a, je pense, une version plus moderne du staking aujourd'hui avec ce qu'a proposé Ethereum dans sa séparation entre une beacon chain qui sert juste de consensus et une chaîne d'exécution qui est la chaîne d'exécution d'Ethereum. Alors c'est un peu compliqué, mais on revient à la question initiale, comment est-ce qu'on tire au sort le prochain bloc? Et en staking, on dit aux gens, vous voulez participer au staking,
bloquer des cryptoactifs, typiquement la monnaie native de la chaîne, donc sur Ethereum des Ethers, bloquez-les. Et puis la portion d'Ether que vous avez par rapport à l'ensemble des Ethers qui sont at stake donne votre espérance d'être tiré au sort. Si vous avez 1/1000 des Ethers, vous allez être tiré 1 fois sur 1000. Si vous avez 1/100 des Ethers, vous allez être tiré 1 fois sur 100. Je ne sais pas combien d'Ethers à kill at stake aujourd'hui. 45 000 fois 32. Ok. Trop fatigué. Donc ça fait un certain pourcentage du réseau. Donc vous êtes tiré au sort, je crois, avec 5 ou 6 fois sur 100. 4% et demi. Voilà. Et donc ça se passe sur une chaîne qui est dédiée à ça, qui est la Beacon Chain, et qui a plein de propriétés intéressantes et qui irrigue de ces propriétés intéressantes aussi sur la couche d'exécution où il y a les smart contracts et tout ça. Et donc aujourd'hui, si vous voulez participer au consensus Ethereum, vous avez installé un nœud Beacon Chain, installé un nœud Ethereum classique, lier les deux, déposer des Ethers et ensuite être tiré au sort à chaque fois que c'est votre tour, quoi. Et quand c'est votre tour, vous faites votre bloc. Il est à vous, c'est le vôtre. Ça, vous pouvez c'est si écrire, on est en individuel du coup et on Ouais. monte notre nœud. Quelles sont les différentes formes du coup de staking qu'on peut voir ou justement sur l'évolution on a vu ça c'était les premières formes puis ensuite il y a eu différentes formes. Est-ce que vous pouvez nous en parler du coup? Je sais pas, Ernest Oui, je peut-être. peux peut-être élaborer un petit peu. Donc, non seulement on produit des blocs, mais aussi on doit attester les blocs des autres. Donc il faut que la machine elle reste up le plus possible pour avoir le maximum de rewards. Et en effet, ça a commencé, et c'est la beauté de ces réseaux que n'importe qui peut faire tourner un validateur. Et c'est ça qui est génial, c'est permissionless. Mais il y a quand même des contraintes. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire tourner de nœuds chez eux parce qu'ils n'ont pas la connexion Internet qu'il faut, ils n'ont pas le hardware qu'il faut, ils n'ont pas le temps ou les connaissances. Et donc, il y a un peu ce modèle qu'on peut appeler delegated staking, où en fait, tu délègues le job de staking à une boîte ou à un protocole. C'est pas forcément une boîte comme Kin, ça peut aussi être des protocoles décentralisés comme Lido, qui font du liquid staking, où en fait ils tokenisent le stake, ce qui a d'autres avantages, peut-être qu'on en parlera. Voilà, donc ça c'est un des gros modèles qui a évolué. Et puis il y a toujours un peu des innovations, disons marginales, comme distributed validators, de pouvoir en fait, au lieu d'avoir un seul validateur, on peut split la clé de validation entre plusieurs opérateurs, ce qui rajoute un niveau de sécurité en plus. Donc voilà, c'est un écosystème quand même assez complexe. Ouais. Si on prend un peu de recul là-dessus, pour ceux qui ont déjà acheté des cryptos, si vous allez sur votre centralized exchange, pour pas en citer en particulier, souvent il y a marqué stake, et vous pouvez le dépôt que vous avez sur centralized exchange, vous pouvez le mettre at stake. Et donc là, en fait, on rentre complètement dans le delegated staking, c'est-à-dire que vous aviez des Ethers sur votre compte, et puis vous avez dit à l'exchange, mettez-les at stake. Alors certains exchanges stake eux-mêmes, d'autres exchanges passent par Kin, par d'autres providers du même type. Et donc là, vous êtes vraiment très très délégué. Vous êtes loin encore de faire tourner votre propre nœud, quoi. Vous pouvez descendre un peu plus bas, vous pouvez les contacter directement des acteurs qui font du staking et qui vous disent voilà, je peux staker vos Ethers et voilà le contrat que j'ai avec vous. Ou alors vous pouvez aller vous adresser directement à des protocoles qui font du staking et qui agrègent le staking de plein de gens et qui en échange vous donnent un jeton qui représente votre dépôt. Et donc ça, ce sont des Ethers qui sont bien liquides mais at stake, donc liquid staking. Vous avez un Ether qui est at stake, ce qui est représenté par un jeton. Donc la propriété intéressante, c'est que du coup, vous pouvez vous l'échanger, vous le vendre, l'envoyer et tout ça. Et là, vous n'êtes pas encore en train de faire tourner un peu d'infra, quoi. Mais maintenant, les protocoles de liquid staking proposent aux gens de participer. Et donc, même si vous n'avez pas forcément assez d'Ether pour staker tout seul, vous pouvez faire partie de ces initiatives. Rocket Pool, Lido et tout ça, en fait, vous disent si vous contribuez aussi à la redondance et la résilience de notre réseau de stakers, vous pouvez recevoir des choses et participer comme ça. Et après, on descend encore un tout petit peu plus bas et puis vous dites en fait, j'ai assez d'Ether ou j'ai envie de participer différemment. Donc maintenant, je fais tourner mon propre nœud. Et là, vous allez acheter une machine dédiée ou alors ouvrir un serveur dans le cloud. Une machine dédiée que je citais tout à l'heure d'Appnode, ça vaut entre 1500 et 2000 euros. Et c'est vraiment, tout est configuré pour que vous puissiez le faire chez vous, quoi. Alors j'ai entendu, je vais te passer la main, du coup j'ai entendu rewards, participation, sur le plan juridique du coup, ce qui est ta spécialité, comment on peut qualifier cette activité de stacking? Alors, ce que vous avez décrit, en fait, c'est la grande différence entre le staking direct et le staking indirect. En direct, vous êtes en face du protocole et vous allez vous-même
participer à la validation avec votre propre stock. Et comme vous l'avez dit, si vous n'avez ni les moyens techniques, ni les moyens financiers, ni l'appétit pour le faire, vous pouvez très bien le faire de manière indirecte. Et vous le faites de manière indirecte en ayant un stock de crypto que vous allez déléguer. Alors ce terme n'a aucun sens juridique, mais technique. Vous déléguez ce stock à quelqu'un d'autre qui, lui, est en mesure de valider le nœud. Et de ce fait-là, il est indirect, puisque vous allez simplement confier vos cryptos d'une manière ou d'une autre. Et ce dont on s'est rendu compte ces dernières années, c'est que les validateurs adressaient pas vraiment la nature des rapports juridiques qui peuvent exister entre trois protagonistes. Premièrement, le protocole, qui ne connaît pas le délégateur. Vous avez le validateur, qui dispose d'un stock. Et vous avez le délégateur qui va envoyer ou séquestrer, ou adresser, ou bloquer son stock en faveur du validateur, qui va permettre au validateur, dans l'algorithme qui permet de le choisir, d'augmenter son stock et donc ses chances de valider. Et en fait, juridiquement, on s'est beaucoup posé la question de savoir comment il fallait organiser les rapports entre ces trois protagonistes. Étant entendu qu'il n'y a pas de contact direct entre un délégateur et le protocole. En revanche, il va bien falloir adresser une partie de la récompense du staking à ce délégateur qui aura confié son stock au validateur. Et de ce fait-là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir une réponse unique. Chaque protocole ayant une particularité de fonctionnement qui entraîne potentiellement une qualification juridique des rapports entre le délégateur et le validateur, et entre le validateur et le protocole. Quelque chose qui, à notre sens, reste standard, c'est la relation entre le validateur et le protocole. C'est un contrat sui generis, c'est l'équivalent du minage quelque part dans le proof of work, et ce contrat sui generis, c'est les rapports que le validateur va avoir avec ce protocole jusqu'à l'obtention de la récompense à l'issue du staking. En revanche, ce qui va peut-être beaucoup varier en fonction du protocole, c'est la nature de la relation juridique entre le délégateur et le validateur. Et à quoi ça sert de le qualifier? Premièrement, dès lors qu'on a fait une qualification juridique, on est en mesure d'avoir un traitement fiscal. Et si on oriente la qualification juridique, on va orienter le traitement fiscal, soit en faveur d'un protocole, soit en faveur d'un délégateur, soit en faveur d'un validateur. Et deuxièmement, ça permet de déterminer dans quelle mesure il peut y avoir une activité réglementée ou non, étant entendu que permettre la qualification d'un rapport juridique permet de sécuriser à la fois le validateur et à la fois le délégateur dans leur rapport de droit. Et ce dont on s'est rendu compte rapidement, c'est qu'on peut avoir un contrat de louage de choses. Sur Tezos, le délégateur va louer son stock au validateur et ce validateur va lui attribuer un loyer, ce loyer étant la partie de la récompense du fait du staking. Et vous avez de ce fait un rapport de droit établi qui organise la relation entre le validateur et le délégateur. On s'est rendu compte également qu'on peut avoir un louage de services plus un dépôt. Sur Ethereum, vous avez le validateur qui va fournir un service au délégateur, en plus du dépôt des Ethers qui vont être nécessaires à cette validation. Et puis, sur Avalanche, on peut également avoir un prêt à usage. Je prête mes cryptos à un validateur, à charge pour lui de le restituer, de même nature, de même quantité, étant entendu que ce qui va motiver également la qualification juridique, c'est la notion de transfert de propriété ou pas. Et il peut ne pas y avoir de transfert de propriété, il peut y avoir un blocage technique, mais sur Tezos, il n'y a pas de transfert de propriété. Sur la majorité des chaînes, il n'y a pas. Exactement. Et puis, ce qui va également jouer en faveur d'une qualification juridique ou pas, c'est la notion de slashing. C'est-à-dire que si le validateur fait son travail d'une manière qui n'est pas satisfaisante pour la chaîne, en double validant ou en se comportant d'une manière qui est répréhensible, il peut y avoir une perte du stock. Et ce fait-là, le validateur ne sera pas en mesure de restituer la crypto au délégateur. Cela va également entraîner des conséquences en termes de rapport de droit. Le dépôt, il faut qu'il y ait une restitution. Le prêt, il faut qu'il y ait une restitution. Et donc, à l'origine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà pu définir ce que ce n'était pas avant de pouvoir qualifier en ce que c'était. Et voilà ces grandes... Alors, il y a des choses qu'on a exclues. On a exclu le prêt de consommation, on a exclu le crédit, on a exclu un certain nombre de qualifications juridiques qui n'étaient pas adaptées pour principalement se tourner vers les trois que je vous ai indiqués. Enfin, il y a le dépôt aussi, mais ça c'était prévu. Vous êtes beaucoup plus pointu que la majorité des avocats que j'ai rencontrés.
avec beaucoup d'humilité, j'essaye de suivre. C'est pas toujours évident. J'ai un petit sujet avec le risk-taking. Je pense que tout le monde a un petit sujet avec le risk-taking. Mais on essaye, puisque à notre sens, l'identification de ces process-là va est à la fois dans l'intérêt du validateur et à la fois dans l'intérêt du délégateur. Et quand on a commencé à faire ces recherches il y a quelques années, on se rendait compte que d'un point de vue contractuel, rien n'était prévu, puisque la seule chose que vous receviez, c'était une adresse. Alors je ne parle même pas de KYC, de LCPFT, d'identification. Et donc établir un rapport de droit sur la base d'échanges d'adresses de wallet, un petit peu compliqué. Et il était dans l'intérêt de tout le monde d'essayer de se prononcer. D'ailleurs, Ernest, vous êtes positionné très tôt du coup, sur l'activité de stacking. Vous êtes, du coup, tu disais pas que sur Ethereum, vous êtes sur combien de blockchains et est-ce que tu peux détailler, du coup, vous êtes beaucoup plus sur le côté institutionnel. Quelles sont les activités du coup, que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ouais. Donc, on a commencé sur Ethereum, même avant que le réseau passe en Proof of Stake. En fait, la Beacon Chain, donc la chaîne Proof of Stake, s'est lancée en avance et on a commencé à participer à ce moment-là. Et puis, on a aussi participé au merge, donc au moment où c'était assez génial d'ailleurs cette période. Et donc maintenant, on est sur à peu près 45 différentes blockchains. Mais après, il y a un peu un power law, donc le top 5 pour nous représente plus de 90% des actifs. Il y a une grosse croissance sur Solana récemment pour nous aussi. Et donc notre activité principale, c'est de faire tourner les validateurs, de façon sécurisée, de façon performante sur plusieurs clouds, plusieurs régions, etc. Avec des SLAs, donc des contrats forts. Mais aussi, on a développé des outils auxiliaires comme une API qui s'appelle Kiln Connect, qui permet justement aux custodians comme Ledger, qui nous ont intégrés, d'intégrer facilement nos services et de prendre des données de la chaîne et de les ramener dans leurs interfaces, donc pour avoir les rewards gagnés par jour et ce genre de choses sur tout le réseau. Donc on indexe tout le réseau. Et on a aussi un produit dashboard un peu UI. Et on s'est lancé récemment sur une nouvelle activité qui n'est pas dans le staking, qu'on appelle Kiln DeFi, où on aide des gens à gagner du rendement sur les stablecoins. Parce qu'il y a 200 milliards de dollars de stablecoins en circulation, mais il y a un tout petit pourcentage en fait, c'est Circle et Tether qui gardent tout le rendement pour eux-mêmes. Et donc nous, on essaie d'offrir des solutions pour que les custodians et les échanges et les wallets puissent offrir du yield à leurs utilisateurs qui ont des stablecoins. Et donc en fait, c'est des smart contracts et des API qui rendent l'accès au protocole DeFi comme Morpho, AV, Compound, etc. plus simple. Parce que c'est un peu la jungle, la DeFi. Donc nous, on essaie de simplifier ça pour nos clients. Okay, mais si je reviens du coup sur le staking, tu parlais de Ledger. En tant qu'individuel, du coup, on ne peut pas utiliser directement Kiln. On va utiliser du coup par exemple Ledger qui va utiliser vos services et vous allez fournir du coup des services par exemple aux exchanges. Oui, donc en fait Ledger, on peut utiliser Kiln en tant qu'individuel dans Ledger. Ledger, c'est un peu l'exception parce que c'est un peu la nature de leur produit, c'est une marketplace et donc nous on a développé une DApp, peut-être que certains d'entre vous l'utilisent, ça fait 2 ans maintenant et donc en fait vous pouvez utiliser les services de Kiln en tant que particulier au sein de Ledger avec des multiples de 32. Donc ça, c'est le staking, disons, direct, natif, et avec une solution aussi de pooling pour staker de n'importe quel montant d'Ether. Je vous entends, j'entends du coup Jérôme qui parlait du coup du solo staking, aussi Kiln, Arnaud. Il y a un peu une question, je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse, mais du coup, est-ce que l'activité de staking, du coup, pour vous, c'est plus technique ou financier? En fait, c'est la grande question, parce que la réponse à cette question va potentiellement déterminer la qualification réglementaire de l'activité. On peut très bien appréhender le staking comme étant la recherche pour un délégateur d'un rendement, comme on pourrait le faire sur un rendement financier. Je dépose mon stock et je vais obtenir une récompense. Ça militerait dans le sens d'une activité financière, le seul objectif pour ce délégateur étant d'obtenir cette récompense, donc ce rendement.
Et puis, pour un validateur, on peut très bien dire, non, mais attention, moi, je valide, je stake, j'entretiens le réseau. Je fais tourner un nœud, je valide des blocs sur une POS, une blockchain proof of stake. Et de ce fait-là, l'objectif n'est pas fondamentalement d'obtenir un rendement, mais de participer à l'entretien du réseau. Et là, on pourrait très bien considérer que je suis dans une activité purement technique. La récompense étant secondaire par rapport à l'entretien du réseau. Dans un premier cas, on pourrait très bien essayer d'assimiler cette activité, pas financière, mais presque, en disant, bon ben voilà, le token, que puis-je en faire et est-ce qu'il ne faut pas la réglementer d'une certaine manière? Est-ce que je ne vais pas fournir un service réglementé si je considère que le staking l'est? Et il y a eu des débats en ce sens sous MiCA. Et si je suis une activité purement technique, ben je m'éloigne d'une activité dite réglementée parce que je suis sur une activité de minage qui, à ce titre, ne fait pas l'objet d'une réglementation. Et quand vous prenez la réglementation MiCA, vous avez un considérant 93 qui exclut le staking d'une activité réglementée. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne fournissez aucun service réglementé à l'occasion du staking. Parce que, c'est la question suivante, je pense, où on en reparle après, Voilà, on peut en parler mais après, vous avez on va cette grande différence entre est-ce que je suis sur une activité technique ou est-ce que je suis sur une activité financière. Juste un mot rapide là-dessus. Je pense que le point le plus important qui change quelque chose d'une activité technique à financière, c'est est-ce que le validateur a la custody des fonds. Et à mon sens, et en tout cas dans ce qui concerne Kill, nous on ne prend jamais la custody des fonds. Et donc en fait, ça veut dire que les clients peuvent toujours unstake unilatéralement, même si Kill demain disparaît, bah, les clients peuvent. Nous, on n'a pas accès aux fonds. Oui, parce qu'en fait, indirectement, une activité de staking peut amener un validateur à fournir un service sur actif numérique. Pourquoi ? Ouais. Il va recevoir les cryptos du délégateur. À ce titre, il ne va pas forcément les conserver s'il n'y a pas de transfert de propriété et s'il n'a pas connaissance des clés. En revanche, la récompense, elle va être attribuée par le protocole au validateur dans la mesure où le protocole ne connaît pas le délégateur. Et l'espace même d'un instant, et même avec un patch où on peut organiser avec un smart contract le fait que le protocole adresse directement une partie de la récompense au délégateur, on va considérer que le validateur va recevoir 100% d'une récompense dont une partie est dédiée au délégateur. Et en conservant cette récompense, il peut à ce titre fournir un service de conservation. Je crois qu'il y a vraiment très peu d'exemples. Est-ce que vous avez un exemple où le protocole ne rend pas toutes les rewards aux délégateurs? Pour moi, le protocole, il a toujours conscience de tous les délégateurs. Oui, il y a eu des tentatives d'organiser la création et le déploiement de smart contracts pour que la partie de la récompense due au délégateur soit adressée directement par le protocole au délégateur. En revanche, on pouvait toujours reprocher au validateur, ayant déployé le smart contract, d'être dans une stratégie, pas de contournement, mais de dire non, attention, je ne fais pas la conservation. Bah, oui, mais en même temps, c'est vous qui avez déployé le smart contract. Et donc, de ce fait-là, la plupart du temps, 99% du temps, mais je sais qu'il y a certains protocoles qui font voter des consensus pour essayer de faire évoluer les choses, vous avez un protocole qui verse 100% de la récompense au validateur. Au moins une commission qui est prise on-chain automatiquement. Exactement, avec ce risque pour le validateur d'être considéré comme fournissant un service de conservation. Et donc, à ce titre, il pourrait devoir être, au titre de MiCA, être agréé comme PSCA, prestataire de services sur cryptoactifs, voire même un service de transfert sur cryptoactifs, qui est un nouveau service sous MiCA, qui n'était pas sous la loi Pacte, mais qui est également réglementé. Et donc, à ce titre, indirectement, le service de staking peut amener à fournir un service sur cryptoactifs. Alors, lorsque vous faites tourner votre propre nœud et que c'est votre tour de faire le bloc, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et oui, ça, c'est pour compte propre. Voilà. Ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il faut faire tourner un nœud. C'est que non seulement on augmente la redondance, on est un bon citoyen de la blockchain, mais aussi quand c'est votre tour, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et vous pouvez même potentiellement mettre vos propres transactions gratuitement, puisque les frais de transaction vous sont reversés vu que c'est vos transactions à vous. Donc il y a une question aussi d'autonomie dans la blockchain. Lorsque vous faites tourner votre nœud et que vous stakez vous-même, quand c'est votre tour, c'est votre tour et c'est au tour de personne d'autre. Et c'était aussi pour ça que initialement, quand on disait qu'est-ce qui empêche Alice et Carole de censurer Bob qui voudrait faire une transaction, si Alice et Carole ont tout le réseau, elles ne laisseront pas Bob faire une transaction. Le jour où Bob fait son propre bloc, elles sont obligées de reconnaître que ce bloc est là, quoi. Et c'est
assez difficile aujourd'hui quand on est dans une situation de staking moderne type Ethereum. Lorsque vous refusez le bloc d'un staker qui l'a dûment signé et que c'était bien à son tour de le faire, il y a des pertes qui s'enchaînent, il y a des systèmes de slashing, comment on pourrait dire ça, slashing, ce serait une perte. C'est une pénalité. Une pénalité, voilà. Une Vous pénalité. êtes sanctionné en perdant une partie de votre stock parce que le staking a mal été fait. Donc il y a plein de règles qui sont en place pour pousser les nœuds à se comporter correctement et à très vite converger sur le nouveau bloc qui vient d'être fait. Donc une des raisons moi, qui m'a poussé à staker, c'est que je voulais dire, moi, ok, si le pire des choses arrive, si c'est le cataclysme, si on est bloqué de partout, au moins j'ai mon propre nœud et quand je voudrais faire une transaction, je pourrais la passer. Voilà, j'ai un validateur parmi 1 million, mais j'aurai un bloc tous les 1 million. Et j'en fais. Faut être patient pour la passer, la transaction. Faut être patient. Il y en a un par mois, à peu près, mais ça va. On fait un virement en 3 jours, on peut faire un bloc en 1 mois. Voilà. Ça coûte un peu pour participer à ça, mais une fois qu'on l'a, on l'a et c'est le nôtre, quoi. Donc il y a une question aussi d'accessibilité à l'indépendance là-dedans. Et peut-être un des reproches que je fais au staking par rapport au proof of work, c'est qu'en proof of work, on pouvait se dire j'achète une carte graphique, j'achète une machine de mining, puis je me branche et puis je fournis mon calcul et puis au fur et à mesure, j'accumule quelques rewards, j'accumule quelques gains du mining, que ce soit en mining pool, que ce soit en individuel. En staking, c'est un peu différent. Maintenant, ce qui est un peu marrant ou pas, ou regrettable ou pas, c'est qu'aujourd'hui, tous les nouveaux Ethers, nouveaux entrants qui ont des Ethers, ils les ont eu en les ayant achetés sur un centralized exchange ou autre chose, quoi. Ils les ont pas eu en mettant leur carte graphique et en attendant de les recevoir, quoi. Ils les ont eu en stakant aussi. Et mais s'ils les ont eu en stakant, c'est qu'ils les avaient déjà au moment du mining. Donc les nouveaux entrants post-staking. Parce qu'il faut 32, oui c'est ça. Post-staking, la seule façon d'avoir des Ethers, c'est de les acheter. Voilà. Ou alors on vous les a offerts, ou alors vous les avez reçus en repaiement, voilà. Mais en tout cas, vous ne pouvez plus participer sans repartir par la case achat de fiat vers crypto et juste contribuer avec votre temps et votre capacité de calcul, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que le staking, ça a le potentiel de rentrer dans toutes les mains, de rentrer dans les mains du grand public, on va dire, ou ça va rester plutôt dans les mains d'experts? On disait il y a des contraintes quand même techniques, il y a des contraintes financières. Comment en fait, je pense qu'on a un besoin de décentralisation aussi dans pas mal de protocoles. Du coup, est-ce que ça a le potentiel de toucher le grand public? Question pas facile, mais je sais pas qui. Moi, je dirais qu'il n'y aura pas 100% des gens qui font tourner leur validateur, et c'est un peu comme les routeurs à la maison. Il y a 95% des gens qui installent un routeur d'une boîte qui change rien, et puis il y a 5% des gens qui bidouillent avec et qui mettent des règles spécifiques ou qui installent quelque chose. Et après, je pense qu'un truc qui va sûrement, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de l'économie qui se passe on-chain, je pense qu'il y aura plusieurs types d'acteurs qui commencent à faire tourner des validateurs, pas que des boîtes crypto natives ou des échanges ou des gens comme nous, mais peut-être des banques à terme ou des intermédiaires ou des boîtes de paiement. Et parce qu'en fait, ils voudront faire partie de la gouvernance du protocole. Et de faire tourner un validateur, c'est comme ça c'est une des manières de participer à la gouvernance. Et ça deviendra trop important pour que ce soit juste laissé à des boîtes pure crypto. Et voilà, je pense qu'on aura différents types d'acteurs, pas forcément les gens, n'importe qui dans la rue, quoi. Enfin, si je me considère comme monsieur tout le monde, par rapport à vous et par rapport à la communauté Ethereum, avec des experts depuis un certain nombre d'années, avec des personnes qui ont testé énormément de choses, il faut quand même considérer que ça reste très technique, que la démocratisation dans le grand public de ce genre de process n'existera pas. C'est déjà suffisamment compliqué pour le grand public de se servir d'un wallet. Si maintenant on imagine un développement de nœuds par le grand public, moi je n'y crois pas. En revanche, vous ne représentez pas forcément le grand public parce que vous êtes d'ores et déjà très intéressé sur le sujet et très impliqué depuis des années. Mais que le staking indirect prenne de l'ampleur parce qu'il va y avoir des PSCA qui pourront fournir les services et qui vont casser cette barrière à l'entrée en fournissant un service, mais de manière indirecte, il y a potentiellement plus de monde qui va faire du staking
pour obtenir un rendement, mais ce staking sera favorisé de manière indirecte. Après, qu'il y ait des personnes qui techniquement soient en mesure de faire un staking direct, je ne suis pas sûr que tout le monde soit aussi sophistiqué que vous tous pour y parvenir, étant entendu que le régulateur va potentiellement favoriser le staking indirect qui va induire une protection à travers des prestataires qui potentiellement fourniront un service en minimisant les risques parce qu'ils sont réglementés, donc supervisés, donc contrôlés. Mais faire tourner un nœud en direct, pour le grand public, ça me paraît très compliqué. Il faut s'adresser à Orange, SFR, Bouygues et Free qui nous regardent là, ce soir. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre des nœuds dans les routeurs que vous distribuez? Vous proposez une Freebox++, où vous avez un DAP node en même temps à l'intérieur. Et après, vous pouvez déposer un peu d'Ether. Et en fait, il est là, il est chez vous, vous vous en servez. Et puis, il y a un programme qui le supporte. Mais ça, c'est de l'IoT, ça c'est bien. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, dans l'aspect technique derrière tout ça, je recite DAppNode parce que c'est vraiment une initiative excellente de l'écosystème qui touche pas que Ethereum. D'ailleurs, si vous voulez faire du restaking et avoir d'autres types de nœuds au-dessus de votre NatNode, c'est possible. Donc, il y a une barrière à l'entrée financière. De toute façon, il vous faut un ordinateur qui est suffisamment puissant. Puissant, entendons-nous bien, ça consomme beaucoup de data. Donc, vous avez besoin d'avoir un super disque dur, un SSD en général, plugué en NVMe pour faire beaucoup de jargon. Mais une fois que vous avez ça, en fait, ça tourne autour de 1300, 1400 si vous le faites à la maison. Vous le montez vous-même. Si vous voulez acheter tout fait de chez DAppNode, c'est un peu plus cher. Mais en tout cas, c'est une petite boîte qui fait la taille de ce calepin. Ça se branche derrière votre routeur. Vous vous y connectez ensuite par un site dédié quand vous êtes sur le Wi-Fi. Et ça se manage. Franchement, ça se manage. C'est pas, la barrière à l'entrée technique n'est pas très importante. Mais c'est vrai que ça correspond à une petite partie de la population qui va se dire tiens, je suis un peu un hobbyiste, je vais commencer à m'y intéresser, je vais télécharger ce truc et je vais l'installer. Et après, la question de la barrière à l'entrée financière devient double. Enfin, non, x10 décuplé parce que staker sur Ethereum aujourd'hui, il faut 32 Ethers. Alors quand on a commencé le staking sur Ethereum, le moment du merge, c'était quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, c'est plutôt quelques dizaines de milliers d'euros, 32 Ethers. Il y a des discussions pour passer ce niveau de 32 à 1 Ether. Bon, voilà. Mais néanmoins, si vous voulez staker aujourd'hui dans les mêmes conditions qu'Ethereum, vous avez Gnosis Chain et c'est $200 pour avoir un validateur dessus. Donc c'est accessible, mais ça correspond en fait à une partie de la population qui se dit en fait je vais apprendre en faisant et de toute façon pourquoi pas, je vais m'y installer, je vais installer un nœud, puis je vais aller rencontrer quelques types sympas chez Ethereum France et autres, ils vont me dire c'est sympa de staker, venez on stake, on met des trucs ensemble et en fait vous contribuez, vous vous connectez à ça et c'est une très très bonne façon d'apprendre, c'est une très très bonne façon de se connecter à la blockchain très directement et de la manipuler soi-même. Mais c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on arrivera à avoir des nœuds de staking absolument partout. D'ailleurs, il y a toujours un appel dans les discussions des blockchains entre est-ce qu'on ne ferait pas mieux juste de dire on va mettre quelques super ordinateurs. Tiens, c'est combien décentralisé? Allez, c'est 21, c'est 42. Allez hop, on fait 42 validateurs, 21 validateurs et puis c'est bon, c'est assez. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 21, c'est assez. Donc il y a des gens qui mettent un chiffre là-dessus, des protocoles qui mettent un chiffre là-dessus, et d'autres protocoles qui disent non, en fait, moi je veux me donner comme principe de survie dans les pires situations que n'importe qui puisse faire tourner un nœud. Et là, c'est déjà une autre philosophie, une autre conception du réseau et de sa redondance, qui est que l'objectif, c'est que tout le monde puisse faire tourner un nœud chez soi. Donc il y a des initiatives sur Ethereum comme faire tourner un nœud sur un Raspberry Pi, faire tourner un nœud de staking dans ces conditions-là, faire tourner ceci, faire tourner cela. On veut laisser ouvert ces possibilités pour dire c'est possible. C'est encore possible et on doit le faire. Et ce qui pour moi sera une diffusion du staking et de l'exposition au staking du grand public, ce sera plutôt des produits structurés, notamment sur l'épargne salariale. Il y a de belles choses à faire là-dessus. Voilà, ça fait partie des sujets TradFi qui m'intéressent, moi. Comment on peut distribuer de l'épargne salariale avec du staking, enfin du staking via l'épargne salariale. Je pense que c'est un bon mécanisme. Et ça permet de participer à l'émergence de cette nouvelle technologie et de cette nouvelle forme de finance très naturellement comme ça, sans avoir à faire son propre nœud et de l'installer derrière sa télé avec à côté du routeur et d'espérer que ça fonctionne. Okay, très clair, merci. Donc l'idée de valider ses propres blocs ou les blocs d'Ethereum sur un téléphone, sur un iPhone, c'est pas encore très proche. Il faut 4 terabytes quand même. Hein. Okay, ouais. Bon, ça va, il faut évoluer quand même. On va appeler Apple plutôt. Arnaud, tu en as parlé un petit peu du coup, mais actuellement, quel est le cadre en fait réglementaire pour les personnes qui font du staking? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le staking n'est pas réglementé. Le staking n'est pas réglementé, même si à l'occasion du staking, on peut fournir un service réglementé.
on avait dit, service de transfert de crypto ou service de conservation, sous MiCA. À proprement parler, je le rappelle, le considérant 93 de MiCA exclut le staking des activités réglementées. Après, il y a un certain nombre de recherches par l'ESMA, par un certain nombre d'associations pour déterminer dans quelle mesure la finance décentralisée, la DeFi, nécessite d'être réglementée d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne suis pas devin, je ne suis pas le régulateur. En revanche, les investigations vont dans le sens un protocole totalement décentralisé ne devrait pas faire l'objet d'une réglementation. En revanche, un protocole qui, lui, serait centralisé devrait faire l'objet d'une réglementation spécifique avec une protection des utilisateurs. Toute la question sera de déterminer et sur la base de quels critères on est dans un protocole totalement décentralisé ou on n'est pas dans un protocole décentralisé, avec une grille de lecture et un test à faire pour arriver à la conclusion de déterminer dans quelle mesure on l'est ou on ne l'est pas. Mais à date, le staking n'est pas réglementé en tant que tel. Vous avez 21, des 42, combien C'est combien de nœuds C'est quoi le milieu? Je pense que c'est plus au niveau des smart contracts, non, là, parce que c'est, par exemple, si un smart contract est upgradable ou pas. Donc un protocole comme MorphoBlue, qui n'est pas upgradable, aurait peut-être moins besoin d'être réglementé que quelque chose d'upgradable par une DAO ou par... Mais en fait, tout est question de risque pour le délégateur. Parce que le validateur qui est un professionnel prend son risque, il gère son risque. Le régulateur pourrait très bien considérer que c'est le délégateur qu'il faut protéger. Et il y a effectivement un certain nombre de risques. Il y a le risque, puisqu'on est sur un staking indirect, d'avoir un validateur qui fait défaut. Il y a le risque de slashing, sur certains protocoles, le risque de ne pas obtenir et de ne pas pouvoir récupérer son stock que l'on a délégué, qui constitue un risque comme peut être à risque un épargnant qui voit son prestataire défaillant avec une perte de l'épargne investie du fait de risque pris. Et de ce fait-là, le régulateur pourrait très bien s'en saisir en disant « j'ai la nécessité, moi, dans mon rôle de régulateur, de protéger cet épargnant, comme j'ai le rôle de protéger le délégateur. Et de ce fait-là, pour gérer ces risques, je peux très bien vouloir réglementer ce validateur en lui imposant une certaine organisation, des contraintes financières, des contraintes de compliance, de manière à pouvoir gérer ce risque. C'est pour ça que le caractère décentralisé est la limite du régulateur et que c'est l'évaluation du critère centralisé ou décentralisé qui permettra de déterminer à terme, à mon sens, si on se retrouve avec un staking qui nécessite d'être réglementé ou pas. Ouais, et juste d'un point de vue de l'activité du validateur, je pense que c'est vrai qu'il y a des risques. Hein. Le slashing, c'est un risque et ça peut arriver. Je pense que ce qui sera important, c'est que la réglementation n'englobe pas d'autres activités que le validateur ne fait pas, comme la conservation ou le transfert, qui en fait sont différentes. Enfin, c'est un profil de risque très différent du staking. Et donc nous, dans nos challenges, c'est toujours en parler aux différents régulateurs, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer les risques, expliquer qu'on est non custodial, donc on prend pas on n'a pas la main sur les assets. Et après, c'est vos challenges réglementaires, ouais. Et après, aux US, on a eu des challenges un peu plus précis sur le fait que en fait, il y a la securities law, donc les façons dont ils considèrent différents produits étaient, comme je pense tout le monde dans cette salle le sait, étaient assez agressives. Et donc, on a été beaucoup plus réticents à lancer des produits aux US. Donc, par exemple, notre produit de pooling dans Ledger, il n'est pas disponible aux US. Donc ça a été un des challenges pour nous. Et même aussi la façon dont on parle de nos produits aux US pas mal est assez différente d'ici. Ok, merci. Jérôme, je regardais un petit peu avant cette table ronde, je regardais sur Ether, sur Ethereum, le nombre d'Ethers stackés du coup, qui diffère par rapport aux autres blockchains, qui est beaucoup plus bas. Du coup, quelle est la raison? Enfin, tu l'expliques comment ce chiffre du coup plus bas par rapport aux autres blockchains? C'est assez difficile de le déléguer sur Ethereum. En fait, normalement, on ne délègue pas. Le staking est fait pour que les validateurs soient vraiment des validateurs.
Donc il a fallu construire des protocoles autour de cette limite pour l'organiser. Donc ce qu'on appelait liquid staking, en disant des Lido, Rocket Pool et autres, où en fait il y a une DAO, une organisation qui va dire je collecte vos Ethers, je fais tourner des nœuds, j'essaie d'avoir un maximum d'utilisateurs qui font tourner des nœuds avec nous, on essaie de se protéger, on fait ça ensemble. En fait, plutôt que d'avoir de la délégation, on a poussé des entreprises et des associations à se créer pour faire des coopératives de validateurs, plus que pour dire aux gens, en fait, vous avez vos Ethers, on va déléguer-les. Et je crois qu'il y a peut-être une différence de design, de philosophie derrière tout ça. Dans une chaîne où vous avez de la délégation et du staking, toutes les coins qui ne sont pas déléguées, elles sont diluées par rapport à celles qui sont diluées, qui sont pas déléguées. Si vous êtes les 1% des Tezos qui ne sont pas délégués, vous n'allez pas accumuler le reward qui est donné à tous ceux qui sont délégués. Donc il y a un aspect, en fait, si vous ne participez pas à la délégation, vous êtes dilué par rapport au reste. Et ça, je crois que c'était pas... Il y a eu ces débats sur Ethereum et ça a été vite écarté en disant non, en fait, on va vraiment faire participer les gens parce que sinon, ça devient un coin qu'on possède juste dans l'objectif de recevoir quelque chose. Aujourd'hui, l'Ether sert à payer des smart contracts et payer de l'inscription dans la chaîne. Et si ça vous intéresse pas, vous pouvez aussi mettre vos Ethers at stake et participer au consensus pour récupérer plus d'Ethers là-dedans. Donc ils ont essayé de séparer un peu les activités et de séparer la volonté là-dessus. Maintenant, ça ne représente pas non plus des milliers et des milliers et des milliers de nœuds finalement. Parce que quand on essaie de faire un peu de mapping du réseau, on estime qu'il y a entre 6 et 11 000 nœuds sur le réseau Ethereum. C'est beaucoup et à la fois pas beaucoup par rapport au nombre de fois où votre base de données de votre compte en banque est répliquée, 3, 4, 5 fois parfois. Là, vous avez 10 000 réplications. Donc c'est bien d'avoir 10 000 réplications, mais c'est rien par rapport à la quantité de comptes qui sont actifs. On estime entre 30 et 100 millions des utilisateurs d'une blockchain comme Ethereum. Il n'y a que 10 000 personnes qui valident effectivement et qui ont forcément un multiple de 32 Ethers pour le faire. Donc ça fait une grosse barrière à l'entrée. Et on imagine qu'avec la diminution de cette barrière à l'entrée, on aurait beaucoup plus de validateurs et beaucoup plus de hobbyistes qui se disent tiens, franchement, why not? Justement, du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du coup de cette discussion? Je pense que, à mon avis, c'est pour augmenter le nombre de personnes qui vont valider en fait sur le réseau Ether. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette discussion? Il y a plusieurs discussions en cours sur le fait de baisser la limite de 32 à 1 Ether pour valider. Donc l'idée derrière le fait de limiter à 32, c'était que ça représentait quand même plusieurs milliers d'euros, presque 11 000 ou 12 000 euros à l'époque où ça a été lancé. C'était une façon de dire, en fait, on va commencer petit, entre guillemets, et voir si on peut aller beaucoup plus gros, voir comment le réseau se comporte quand on passe de rien à un réseau avec du staking, quoi. Et même initialement, ce chiffre de 32, du coup, il avait été challengé, non? Ça devait être plus haut pour devenir validateur, je crois, non? Oui, il y a eu, on est passé de 64, 32, il y a eu des altermoiements sur comment, dans quel sens le faire, mais en fait, c'est plus... c'est un peu comme ils viennent d'où les 10 minutes sur Bitcoin, quoi. Allons-y, on va mettre ce chiffre-là et on verra bien comment ça se comporte. Parce qu'il y a une difficulté qu'on rencontre lorsqu'on veut faire un réseau très 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 maillé. Il faut que l'information circule d'un bout à l'autre du réseau. Donc grosso modo, entre Sydney et Londres, comment vous faites arriver l'information, quoi. Donc si vous avez un réseau avec beaucoup de tout petits ordinateurs pas très bien connectés qui ont très peu de bandes passantes, forcément vous allez avoir des pertes le long de la diffusion de l'information. Donc il y a une recherche d'équilibre entre avoir des nœuds qui sont installables pour le commun des mortels. Vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel professionnel pour pour participer au réseau, et en même temps avoir une limite suffisante à la connectivité pour vous dire, en fait, là, si vous êtes sur un modem 56K, non, vous n'allez pas pouvoir staker correctement. Mais derrière tout ça, il y a l'objectif d'Ethereum de rendre le staking accessible et la participation au réseau accessible à tout le monde. Pour qu'on ait toujours ce plus petit dénominateur commun, c'est l'utilisateur qui dit ouais, j'ai envie de faire tourner un nœud. Donc on jongle entre ça. Par exemple, il y a des débats aujourd'hui pour dire est-ce qu'on augmente la partie data, les blobs, sans rentrer trop dans la technique, la partie data que conservent les nœuds validateurs. Il y a des gens qui sont un peu opposés en disant non, mais on a déjà tellement de communication et tellement de choses qu'on envoie les uns avec les autres. Est-ce qu'on est obligé de pousser ça maintenant, ou est-ce qu'on peut pas se dire ok, on met ça on hold, on a qu'à mettre ça à côté et on y réfléchira plus tard.
mais parce que en fait, on fait évoluer un réseau qui transporte des milliards tous les jours, et on a envie de le rendre toujours aussi accessible que possible, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'on va diminuer le nombre d'Ethers at stake. Je pense que c'est une des choses qui arrivera fin 2025, début 2026. Et au même moment, on va certainement aussi pas limiter le staking à 32 Ethers. C'est-à-dire si vous avez 35, 36, 38 Ethers at stake à ce moment-là, vous allez être tiré au sort un peu plus souvent que si vous n'en avez que 32. Je pense que ça fait partie des évolutions qui vont arriver. Notamment parce qu'aujourd'hui, il y a... Alors, je sais pas si... qui ne parlera peut-être pas là-dessus, mais c'est peut-être que vous avez plusieurs nœuds validateurs sur un même validateur, ou plusieurs validateurs sur un même validateur. C'est assez commun en fait d'avoir 5, 6, 10, voire même, en fait si on fait la moyenne, il y a 10 000 nœuds, il y a combien de validateurs? Des centaines de milliers. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers de validateurs par nœud. Ça commence c'est une des choses qui évolueront aussi là-dessus, quoi. Ouais, je crois que nous, on est entre 500 et 1000 clés de validation par nœud. Ouais. Ce qui fait que quand un de ces nœuds tombe, ce qui n'arrive jamais, du coup, c'est 10 000 ordinateurs qui arrêtent c'est 10 000 clés qui arrêtent de signer, quoi. Donc, on essaie un peu de... il y a une forme de logique de reconcentration et de rendre plus lisible la topologie du réseau en permettant aux gens d'avoir plus que 32 Ethers actifs en staking au même endroit. Et ça a des conséquences aussi sur la politique monétaire d'Ethereum, puisque normalement, quand vous avez plus de 32 Ethers sur votre validateur, automatiquement, ça vous est envoyé. C'est d'ailleurs ça que faisait référence Arnaud indirectement quand il disait bah oui, quand les récompenses sont servies, elles peuvent être servies sur un contrat qui fait la distribution, mais c'est Bibi qui l'a déployé, le contrat. Donc il est un peu responsable quand même du contrat qui fait la distribution. Tout d'un coup, quand on peut avoir plus que 32 Ethers at stake en même temps, ça permet aux gens de choisir entre... Est-ce que je retire mes rewards ou est-ce que je les laisse en staking? Comme ça, je suis un peu plus souvent tiré au sort. En fait, ça limite aussi, ça permet aux gens qui sont investis dans la sauvegarde et la maintenance du réseau de multiplier leurs chances de participer à cette sauvegarde correctement, quoi. Ernest, peut-être, je ne sais pas, l'impact, est-ce que tu imagines un impact justement de la diminution du nombre d'Ethers à stake à mettre pour être validateur? Du coup, quel serait l'impact pour Kiln? Peut-être, je pense justement au liquid staking. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un impact pour Kiln ou sur l'écosystème? Je pense que c'est sûr que ça aidera les gens à... Enfin, en fait, ça enlève une des barrières qui rend le solo staking difficile. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Le liquid staking résout d'autres problèmes aussi que juste cette barrière. Parce que, par exemple, ça permet de vendre immédiatement sa position. Alors que si on a un validateur et qu'on veut l'exit, il faut attendre minimum 7 jours. Et donc voilà, je pense que après, comme Jérôme disait, c'est vraiment les trade-offs entre décentralisation et performance. Et je pense qu'en ce moment, dans l'écosystème, on voit pas mal de bruit autour de Solana et un peu la compétition entre Ethereum et Solana. Et je pense que par exemple, on a vu à DevCon, la dernière grosse conférence d'Ethereum, qu'il y a des nouveaux projets d'une Beam Chain, donc une nouvelle version de la Beacon Chain, qui est en grande partie autour de une meilleure performance au Layer 1 pour pas en fait tout bouger sur les Layer 2. Et je pense qu'il y a un peu peut-être un moment où les gens se disent en fait l'expérience utilisateur et peut-être à des inconvénients avec la roadmap qu'on a prise. Donc voilà, ça va être intéressant. C'est vraiment des choix difficiles. Mais la beauté du réseau, c'est que c'est des choix qui sont en train d'être débattus dans des forums et dans des calls tous les jours, quoi. Donc c'est vraiment un truc que tout le monde peut suivre et qui est fait en public. Merci beaucoup à vous trois. Merci Arnaud, merci Ernest, merci Jérôme. Merci de votre présence surtout. Merci à tous.